Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan du mois d'octobre et ma pile à lire du mois de novembre. Et on va piocher ensemble une partie de ma pile à lire. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc en octobre, j'ai pu lire 8 livres, donc je suis bien contente. Et ça a été globalement un très bon mois, donc trop contente également. Je vais vous présenter tout ça et après on passera à ici. Donc en fait les livres qui sont ici, c'est les livres de ma pile à lire. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement, mais je pense pas lire tout ça et dans tous les cas on va piocher parmi cette pile-là. Donc c'est parti, on commence par mon bilan. Et donc j'ai commencé le mois d'octobre avec The Last Sunrise de Anna Todd, que d'ailleurs j'avais ouvert avec vous au cours d'un vlog. J'étais vraiment impatiente de découvrir ce roman, puisque Anna Todd, moi, il faut savoir que je n'ai jamais lu ces romans, je n'ai pas lu les After, mais je sais que c'est quand même une autrice emblématique de la new romance. Donc du coup j'avais vraiment hâte de découvrir ce roman. Alors il est sorti courant septembre, je crois, ou même non, il est sorti vraiment début octobre. Et donc c'est une romance un petit peu estivale. Donc c'est vrai que dommage que ce ne soit pas sorti en été puisque ça se passe à Majorque, sur une île. Et c'est une romance d'été en gros. Donc c'est vrai que je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas sorti cet été. Je pense que je l'aurais davantage apprécié parce que malheureusement ça a été une déception. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Vous voyez, je l'ai quand même annoté parce que j'ai quand même voulu essayer de l'aimer, on va dire. Mais ça l'a pas fait avec moi tout simplement. Je pense juste que ça ne me correspondait pas. Malheureusement, je n'ai pas du tout accroché, que ce soit à l'histoire, que ce soit au personnage, que ce soit à l'ambiance, à l'univers. Donc ici, on va suivre Oria, qui est une jeune fille qui a une maladie depuis sa plus tendre enfance et qui est surprotégée par sa mère, qui a une entreprise et qui est assez aisée, qui est assez riche. Et donc, elles partent avec sa mère le temps d'un été à Majorque, sur une île, pour travailler un petit peu. Sa mère, elle doit travailler sur un projet et elle va en profiter pour découvrir l'île et rencontrer du monde. Et elle va du coup rencontrer Julian, qui est un jeune espagnol. Donc ils vont se rencontrer, ça va être leur histoire. Julian va lui faire découvrir l'île, ses amis, etc. Et va essayer de la faire sortir un petit peu de sa coquille parce qu'elle est un petit peu étouffée par sa mère qui est très protectrice, notamment à cause de sa maladie. Je pense vraiment que ce qui m'a pas fait accrocher, c'est que j'ai trouvé les protagonistes pas assez matures et l'histoire en elle-même trop peu mature, malheureusement. J'avais pas l'impression de lire un young adult parce que c'en est pas un et c'est vraiment de la new romance, on a des scènes de smut, etc. Mais je me suis pas du tout retrouvée dans les personnages, j'ai trouvé malheureusement que c'était un petit peu ennuyeux. J'étais pas du tout à fond dedans, j'avais hâte que ça se termine. Alors la fin vient relever quand même le tout, je trouve, parce que c'est émouvant, il y a ce petit truc assez émouvant, bon je vous laisse découvrir. C'est quand même assez émouvant et puis on a quand même effectivement l'histoire, on sent que c'est fait pour nous donner envie de savoir la suite, la fin, comment ça va évoluer, notamment par rapport à la maladie de Rai, donc Oria. Mais personnellement, ça ne l'a pas fait avec moi. Ça ne m'a pas emporté, ça ne m'a pas embarqué. J'avais pas hâte de découvrir la fin, malheureusement, même si je l'ai lu assez rapidement. Mais je pense que c'était plus parce que j'avais envie de m'en débarrasser. C'est vraiment horrible de dire ça, mais malheureusement, c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas que c'est nul, pas du tout, c'est juste que, selon moi, il n'était pas fait pour moi, je ne suis pas le public cible. Donc voilà, j'ai juste été déçue parce que j'avais de grandes attentes puisque c'est Anna Todd et qu'on entend beaucoup de bien. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que je n'aime pas cette autrice, la plume ne m'a pas dérangée, mais juste l'histoire ne m'a pas plu. Voilà. Ensuite, ma deuxième lecture du mois, c'était une collaboration commerciale pour un tome d'une saga que j'ai dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Donc c'est la saga des Kings of Sin d'Anna Wang et c'est le tome 4, La Paresse. J'avais tellement hâte de le découvrir. Donc dans cette saga, en fait, on va suivre des protagonistes qui se connaissent entre eux puisque c'est des amis. À chaque fois, ce sont des billionnaires romances. Moi, j'aime bien, j'avoue. Et j'adore Anna Wang, j'aime beaucoup sa plume. Enfin, je dis ça, mais je l'ai vraiment que découverte grâce à cette saga. Je n'ai jamais rien lu d'autre d'Anna Wang. Je n'ai pas lu la saga des Twisted. Je ne pense pas la lire parce qu'on m'a conseillé de ne pas la lire dans le sens où ça sent que les Twisted, ça a été écrit avant les Kings of Sin, donc peut-être que ça me plaira moins, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré ce tome 4. Et ici, on suit Sloane et Javier. Et donc Sloane, c'est une attachée de presse, c'est l'attachée de presse de Javier Castillo, qui est un milliardaire un petit peu agaçant, qui aime pas travailler en gros, qui est très paresseux. Il va se passer quelque chose et du coup, ils vont devoir vraiment se rapprocher. Déjà qu'ils travaillent ensemble, mais là, ils vont vraiment devoir se rapprocher. Donc on est sur les tropes office romance, on est également sur des tropes un petit peu de enemies to lovers, parce que, enfin c'est pas enemies, mais juste elle peut pas trop se le voir, elle l'aime pas forcément.
En fait, quand tu t'attends à lire du Hannah Wang, tu t'attends à ça selon moi. Et parmi les 4 que j'ai lus donc, de cette saga, qui est la saga des Kings of Sin, qui est composée de 7 tomes, pour le moment, les 7 tomes ne sont pas sortis. Elle n'a pas fini de les écrire. Et pour le moment, les 4 premiers tomes sont traduits en français. Mais parmi les 4 que j'ai lus, du coup, mes 2 préférés, c'est le tome 1 et le tome 4. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, peut-être même celui-ci surpasse le tome 1. Voilà, j'ai adoré les protagonistes, j'ai adoré l'histoire. Je me suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire où il se passe quand même pas mal de choses, où il y a des rebondissements, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et même si on sait comment ça va évoluer, j'aime comment Hannah Wang manie sa plume, son intrigue et ses protagonistes. Et j'ai adoré voilà, cette histoire, et j'ai adoré également retrouver les protagonistes des autres tomes, puisque forcément on retrouve les filles des autres tomes, etc. Donc ça, j'adore, parce que c'est un petit peu, c'est pas une fin de famille, mais on est toujours trop ravis de retrouver, je trouve, les autres protagonistes des autres tomes, auxquels on s'était déjà attaché dans les autres tomes. Et je pense vraiment que si vous aimez Hannah Wang, vous allez adorer ce tome-là. Par exemple, le tome 3, je sais qu'il est un peu moins aimé et je peux comprendre pourquoi. Par contre, celui-ci, si vous aimez les Kings of Sin et Hannah Wang, vous allez l'adorer dans tous les cas. Voilà. Donc, je lui ai mis 4,5. Ensuite, j'ai lu un livre qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, puisque c'est une romantaisie. Alors, j'en lis, mais forcément, j'en lis un peu moins que de la romance. Et cette fois-ci, c'est une romantaisie young adulte. J'ai lu The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Déjà, regardez, c'est un très très joli livre, je trouve. Je l'ai lu dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Bayard. Attendez, je vous montre quand même les illustrations à l'intérieur, parce que je trouve que c'est un très bel objet livre. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment cet aspect enemies to lovers qui est très, très intense, très présent. C'est vrai que quand on dit enemies to lovers, souvent, c'est pas un enemies to lovers, mais là, moi, n'étant pas forcément habituée à lire de la romantaisie, on comprend vraiment le sens de enemies dans enemies to lovers. C'est-à-dire que les deux sont vraiment ennemis. Et on sait pourquoi, parce que lui veut tuer la protagoniste. Donc forcément, ils sont ennemis. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre Séraphine, donc Séra, qui assiste dès le début du livre au meurtre de sa mère. Donc elle a qu'un seul objectif, c'est de se venger. Cette histoire prend place à Fantasma, une ville. J'ai beaucoup aimé cette atmosphère au sein de cette ville qui est très sombre, ça faisait très automnal, un petit peu comme Édimbourg en automne, avec des ruelles sombres, des pavés, il pleut et tout. Ça, j'ai bien aimé cet univers déjà. Et cette ville est contrôlée par 2 ordres de clans, on va dire. On va avoir d'un côté les Caps, qui sont des voleurs, et de l'autre les Dagues, qui sont des assassins. Et Séraphine, est persuadée que ce sont les Dagues, donc les assassins, qui sont à l'origine du meurtre de sa mère, et du coup, elle va tout faire pour se venger des Dagues. Et pour cela, elle va rejoindre l'ordre des Caps, jusqu'au jour où elle tombe sur Ransom, qui est un héritier de l'ordre des Dagues, qui est ici pour une seule chose, la tuer. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a plein de rebondissements et vraiment j'ai passé un super moment parce que c'est très addictif, c'est très intriguant, on a envie de savoir, c'est rempli d'action, il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas. Donc je pense par exemple, typiquement pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à lire de la romantaisie mais qui aimerait découvrir ce genre, que ça peut être une bonne lecture pour commencer, pour s'initier parce que le world building n'est pas trop développé. Alors, il y a quand même des éléments de magie, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a la magie de l'ombre qui contrôle en fait Fantasma, et c'est les Dagues et les Caps qui se disputent cette magie-là, la magie de l'ombre, qui est une denrée très rare et qui peut tuer. Il y a un système de magie quand même assez évolué, mais on arrive quand même à se projeter, on arrive quand même à comprendre. J'ai passé un chouette moment, je lui ai mis 4 sur 5, avec du recul, ce sera peut-être plus un 3,75 parce que avec du recul, j'ai plein de petits éléments dont je ne me souviens pas forcément, qui ne m'ont pas forcément marqué. Mais je me rappelle que sur le moment, j'ai quand même passé un bon moment. C'est surtout que je ne m'attendais pas à autant apprécier ma lecture, donc j'ai passé un chouette moment. Voilà. Alors ensuite, on passe, je crois, à mon coup de cœur du mois, oui, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. C'était ma lecture, cette fois-ci, du book club, donc j'ai un club de lecture. Et chaque mois, on se donne une lecture commune. Et ce mois-ci, on est tombé sur cette lecture-là. Et c'est une cosy romantaisie. Donc encore une fois, ce mois-ci, je suis quand même vachement sortie de ma zone de confort, puisque un genre que je n'ai jamais lu. Et en fait, ça a été un coup de cœur. Je vous mens pas, sur le coup, j'avais pas hyper hâte de le lire. Ça a été un choix commun, mais moi toute seule, j'aurais pas choisi ce livre. Je ne l'aurais pas lu, très clairement. Donc finalement, c'est chouette aussi d'être dans un book club. Ça permet parfois de tester de nouveaux genres et de sortir de notre zone de confort. Et parfois, pour avoir de belles surprises, et ça a été le cas avec cette histoire, puisque
ça a été un coup de cœur. Donc dans cette histoire, on va suivre Mika, qui est une jeune sorcière d'une trentaine d'années et qui est influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle crée du contenu autour de la magie et des sorcières, mais tout en cachant à ses abonnés, et d'ailleurs à tout le monde, que c'est une sorcière. Parce que les sorcières ne veulent surtout pas montrer au monde que ce sont des sorcières, parce que ça pourrait vraiment leur causer du tort. Donc voilà, elle se préserve de tout ça. Et Mika, elle essaye également de ne jamais rester trop longtemps au même endroit et de ne s'attacher à personne, parce qu'elle ne veut pas avouer à ses proches que c'est une sorcière. Donc voilà, elle déménage très souvent, elle s'attache à personne, elle est très rarement en couple, etc. Jusqu'au jour où elle va recevoir une offre d'emploi mystérieuse qui lui propose de devenir professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une maison éloignée au bord de la mer, un petit cottage qui s'appelle la maison de nulle part. Au premier abord, Mika est très surprise, elle se dit mais qui sont ces personnes? Comment m'ont-ils trouvé? Comment savent-ils que je suis une sorcière? Et d'un autre côté, elle se dit, bon, ça fait quelques temps que je suis ici, dans ma ville, à mon boulot, etc. Faudrait peut-être que je change. Et ça peut être le moment de changer et d'aller vers de nouvelles aventures. Donc, elle accepte cet emploi. Donc, elle vient s'installer dans la maison de nulle part. Et donc, elle va rencontrer les 3 petites sorcières qui sont elles-mêmes élevées par 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, on a également Jamie ou Jamie, qui est un bibliothécaire, le bibliothécaire de la maison de nulle part. Mais il est assez grumpy, il est très grincheux, il est très aigri et lui, il voit pas d'un bon œil l'arrivée de Mika auprès des 3 petites sorcières qu'il protège parce qu'il les connaît depuis qu'elles sont petites et il les protège beaucoup. Donc son arrivée va être un petit peu folklorique, elle va rencontrer ces 4 personnes, tout aussi attachantes qu'excentriques, dont Jamie qui est beaucoup plus grincheux qu'attachant finalement, mais petit à petit une histoire va les lier, une intrigue également va se développer autour des 3 petites sorcières. Comment se fait-il que ces 3 petites sorcières sont orphelines? Comment se fait-il que ces 4 personnes s'occupent de ces 3 petites sorcières? Qui sont-ils réellement? Et puis également cette romance entre Jamie et Mika, vous vous doutez bien. Mais moi j'ai adoré puisque quand j'ai lu ce roman, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je me suis vraiment beaucoup attachée à tous les personnages. Ils ont chacun leurs caractéristiques qui les rendent très 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 attachants. Et il y a ce côté found family qui est très bien développé, qui est très bien travaillé. Il y a également ce côté réconfortant, où l'ambiance est vraiment chouette avec la sorcière qui fait des petites potions et qui enseigne la magie aux 3 petites apprenties sorcières. J'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé la plume. Attention, c'est à la 3e personne. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça m'a pas dérangé. Il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'amour. Et ça m'a changé des romances habituelles parce que c'est quand même assez original. C'est une cosy romantasy, donc on peut se dire, ouais, mais enfin, c'est lent, il se passe rien. Peut-être pour certains, pour moi non. J'ai trouvé que c'était assez dynamique quand même, qu'il se passait quand même beaucoup de choses et finalement je me suis pas du tout ennuyée, moi, du début à la fin. J'ai bien aimé aussi le fait que la sorcière, donc Mika, est indienne et les 3 petites sorcières sont noires et métisses. Et on a du coup quelques questions d'identité qui sont soulevées ainsi que des questions de féminisme puisque du coup on est dans une société dans laquelle les sorcières ne sont pas acceptées. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes puissantes. Voilà. En tout cas, j'ai adoré ce roman et d'ailleurs, en parlant, je me rends compte que peut-être que vous le saviez parce qu'en fait, je vous ai fait un vlog lecture tout simplement avec ce roman. Donc désolée si c'est redondant, mais j'ai adoré et pour la période, même si c'est plus l'automne, enfin si on est toujours à l'automne d'ailleurs, mais je veux dire, même si là on rentre un peu plus dans le mood hiver, Noël, etc., moi, je vous le recommande parce que c'est vraiment chouette. C'est pas le genre de truc que tu lis l'été. Lisez-le maintenant si vous voulez lire. On continue avec Wild Rose de Émilie Parizeau que j'ai pu découvrir au mois d'octobre. Trop contente parce que j'avais vraiment hâte de découvrir ce livre que je trouvais trop beau. On est ici sur une histoire d'amour, donc une romance, seconde chance, sur fond d'héritage à travers une chasse au trésor géante, un petit peu comme un Cluedo géant. En gros, je vous explique, on va suivre ici Lyle, qui est un jeune homme qui a hérité d'un manoir, le manoir de Wild Rose, puisque son père est décédé. Et Lyle, quand il était jeune, il passait tous ses étés au cœur de ce manoir avec sa mère. Et pendant ses vacances à Wild Rose, il a rencontré Mavis quand il était jeune. Avec Mavis, ils ont fait les 400 coups et surtout, ils sont tombés amoureux. C'est son premier amour. Mais un jour, il disparaît du jour au lendemain. Il ne revient plus jamais à Wild Rose. On ne sait pas pourquoi. Plusieurs années plus tard, il reçoit donc une lettre du notaire de son père qui lui annonce que son père est décédé, qui lui lègue le manoir. La première chose qu'il se dit, c'est « Ok, je vais le vendre ». Du coup, il se rend à Wild Rose pour pouvoir retrouver l'acte de propriété pour pouvoir le vendre. Sauf qu'il se rend compte très vite que son père
lui a créé une chasse au trésor pour qu'il retrouve l'acte de propriété. Et lorsqu'il arrive à White Rose également, il tombe sur Mavis. Il ne s'attendait pas du tout à la revoir. Et maintenant, Mavis, elle travaille dans ce manoir, qui est du coup un hôtel. Elle est réceptionniste et elle souhaite devenir directrice. Donc quand Lyle arrive pour vendre le manoir, déjà elle se dit « mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il m'a abandonnée il y a de ça plusieurs années, il m'a jamais expliqué pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il m'a brisé le cœur et en plus maintenant il veut me voler ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire mon métier et le manoir dans lequel j'ai grandi. Ça va pas se passer comme ça. » Voilà, donc du coup, il va y avoir une sorte de chasse au trésor géante pour que Lyle retrouve l'acte de propriété. Et puis de l'autre côté, Mavis qui, elle, a envie, a besoin de savoir ce qui s'est passé, pourquoi Lyle est parti sans dire un mot. On est sur une romance très sympa à lire qui s'est dévorée pour ma part. J'ai lu vraiment très rapidement. Et j'ai beaucoup aimé la plume que je découvre. Je n'ai jamais lu d'Émilie Parizeau et franchement, j'ai passé un chouette moment. J'ai trouvé que ça se dévorait, ça se lisait très rapidement. Et puis, il y a quand même cette intrigue autour de voilà, la chasse au trésor. On a envie de savoir pourquoi son père a caché l'acte de propriété. Qu'est-ce qu'il veut que Lyle trouve? Et puis également, pourquoi Lyle a quitté il y a quelques années, il y a plusieurs années, Mavis et White Rose sans dire un mot. Que s'est-il passé? Et petit à petit, on va découvrir des secrets, on va découvrir leur passé et on va également découvrir leur histoire d'amour qui va peut-être se retisser petit à petit, je vous laisse découvrir, mais en tout cas, j'ai passé un super moment, je lui ai mis 4 sur 5. J'ai continué le mois avec Out of the Woods de Hannah Bonham Young et on est ici sur une romance assez originale. Je vais vous expliquer pourquoi et déjà je vous montre le beau livre, voilà, très joli livre. Qui, pareil, se prêtait totalement à la saison, j'ai trouvé. Et franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Je l'ai lu aussi très rapidement. Alors, dans cette histoire, on va suivre un couple qui, en fait, est déjà établi depuis 17 ans et qui est en train de traverser une période assez compliquée. Donc, c'est ce qui va changer vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire et de ce qu'on a l'habitude de lire en romance, puisque généralement, soit ce sont des secondes chances, donc ils étaient en couple, ils se sont séparés, et potentiellement ils se retrouvent, soit ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas et qui se mettent en couple, ou alors qui étaient amis, qui se mettent en couple, ou qui se détestaient et qui se mettent en couple. Là, c'est vraiment un couple qui est établi depuis des années, mais qui traverse une période compliquée. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça nous permet de nous projeter et que ça rend l'histoire très réelle et très juste. Dans le sens où, généralement, la new romance, on va pas se mentir, même si ça soulève des questions très importantes, très intéressantes, souvent, on n'est pas forcément sur des histoires d'amour très réalistes. C'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est que c'est réaliste. Je pouvais clairement me retrouver dans les protagonistes et dans leur histoire, et ça m'a permis aussi de me rendre compte, de me déculpabiliser de certaines choses, d'avoir des clés aussi pour résoudre certains conflits qu'on peut avoir au sein d'un couple, et aussi d'être plus empathique avec mon compagnon. Donc si par exemple vous êtes en couple depuis longtemps, c'est vraiment bien parce que ça permet de se retrouver et de se déculpabiliser et de comprendre certaines choses du couple. On va rencontrer Sarah et Caleb, ils sont en couple depuis 17 ans. Alors, 17 ans c'est beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est pas que ce sont des personnes âgées, pas du tout, ils sont très jeunes, c'est juste qu'ils se sont rencontrés très tôt, ils se sont mariés très tôt pour une raison que je vous laisserai découvrir. Je vous le dis pas, mais voilà, il y a une raison. Et donc du coup, ils sont en couple depuis 17 ans, sauf que depuis quelques années, Sarah, elle se sent un petit peu comme si c'était la moins bien des deux, ou comme si elle n'avait jamais rien accompli par elle-même et qu'elle n'était rien sans Caleb, son mari. Du coup, elle va convaincre Caleb, son mari, de participer à un séjour en forêt pour justement recoller les morceaux. C'est en fait un séjour qui a été imaginé par des psychologues, enfin par une psychothérapeute et par des coachs pour aider les couples qui traversent des périodes compliquées. Et donc, durant cette randonnée en forêt, il y a plusieurs couples qui traversent une période compliquée et on va les suivre, et notamment Sarah et Caleb. Et alors pendant ce séjour, on va les découvrir déjà avec ce côté très aventure, puisqu'ils sont dans la forêt, ils n'ont pas du tout de confort, et donc du coup c'est vraiment le moment de se retrouver et de mettre les choses sur la table et vraiment d'essayer de comprendre ce qui ne va plus dans leur couple et qui ils sont vraiment. Et on va du coup chacun les découvrir avec des retours en arrière. On va les découvrir étant jeunes parce qu'ils se sont mis en couple très jeunes. Étant en couple depuis 5 ans, on va pas se mentir, c'est pas toujours simple. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas toujours tout rose, et parfois, voire très souvent, on se remet en question, on se demande si on est assez bien pour l'autre, on se demande aussi, et c'est légitime, si l'autre est assez bien pour nous. Et parfois, j'ai culpabilisé en me disant, mais
notre couple il n'est pas parfait et c'est pas toujours bien, mais c'est normal. Et en fait, ce livre il te fait déculpabiliser et il te dit c'est normal et c'est même sain que ton couple n'est pas linéaire et que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est normal. Et ça peut donner aussi les clés pour discuter de choses profondes et comprendre la personne avec qui on partage sa vie. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est une romance mature que je conseillerais vraiment à ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas. Et d'autant plus à ceux qui ont plus de 20 ans, je dirais, parce que voilà, c'est une romance avec des protagonistes matures. Et voilà, je pense que ça pourra vous plaire. On change de la romance puisque j'ai lu un thriller, Le Boyfriend de Freida McFadden, son dernier thriller. J'avais trop hâte de le découvrir et je l'ai découvert pendant ma retraite de lecture. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mon vlog qui est en ligne dans lequel je lis tout simplement Le Boyfriend et je vous donne mon avis. Donc là, je pense que je vais passer un peu plus rapidement. Mais dans cette histoire, on va suivre Sydney qui est une célibataire endurcie qui a plus de 30 ans, qui habite à New York et qui passe beaucoup de temps sur les applications de rencontres pour justement essayer de rencontrer l'homme de sa vie. Un soir, elle va faire un date avec un homme, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Elle va rencontrer un bel homme durant ce date. Je vous laisserai découvrir comment. Il s'appelle Tom, il est médecin et il a un petit peu le profil de l'homme parfait. Sauf qu'il va y avoir un drame puisqu'il y a un meurtre très barbare qui se produit à New York. On va se rendre compte que c'est un meurtre parmi une série de meurtres et qu'il y a sûrement un tueur en série qui se balade dans les rues de New York. Et Sydney, à côté de ça, elle se sent suivie, elle a l'impression que quelqu'un l'épie, la suit. Et elle va se poser des questions et elle va se dire que peut-être que Tom n'est pas l'homme qu'elle pense qu'il est. Bon, vous avez compris. C'est du Freida McFadden, ça m'a tenu en haleine tout le long. La chute, je m'y attendais pas. Après, c'est de la fiction et on s'en rend bien compte. Mais voilà, c'est un bon thriller efficace qui se lit en quelques jours. Je lui ai mis 4. On arrive maintenant à ma dernière lecture de l'année. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? N'importe quoi. Pas du tout. On arrive maintenant à ma dernière lecture du mois d'octobre et c'est Tourist Season de Brynne Weaver, le tome 1 d'une trilogie. Et je l'ai également commencé à la retraite. Je ne l'ai pas terminé à la retraite, mais j'ai terminé quelques jours après. Et je peux vous dire que j'ai adoré. Je lui ai mis 5 sur 5. Ça a frôlé le coup de cœur. C'était génial. Et donc, en fait, c'est hyper original puisque c'est une dark rom-com, une comédie romantique sombre. C'est une romance entre deux serial killers. Donc c'est très original, déjà j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le speech, vous allez voir. On va rencontrer Nolan et Harper. Et en fait, Nolan, il y a quelques années, il a vécu un accident de la route qui a coûté la vie de son frère. C'est en fait une voiture composée de 4 personnes qui a causé cet accident. Et ces 4 personnes ont pris la fuite. Depuis, Nolan, il a une seule chose en tête, c'est se venger de ces 4 personnes, les retrouver et les tuer. Parmi ces 4 personnes, il y a Harper. Harper, c'est une jeune femme qui vit dans une petite ville, qui est jardinière et qui adore sa petite ville balnéaire et remplie de touristes. Sauf qu'elle déteste les touristes. Donc, elle se donne à une passion un peu particulière. Elle aime bien kidnapper des touristes, les torturer, les broyer et les tuer, en gros, parce qu'elle veut vraiment préserver sa ville qui s'appelle Cap Carnage. Et donc, quand Nolan décide d'aller à Cap Carnage pour retrouver Harper et la tuer, il va tomber sur elle et il ne va pas forcément en revenir quand il va se rendre compte qu'elle-même est une serial killer. Ensuite, j'ai adoré la plume de Brynne Weaver qui sait parfaitement manier les mots. Il y a ce qu'il faut d'éléments un petit peu sombres, macabres, gore et d'humour. Et en fait, il y a beaucoup d'humour. Ça vient vraiment contrebalancer avec cet univers sombre et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté dark rom-com un peu décalé. On pouffe de rire, en même temps on a des frissons, on est en apnée, on a peur. Et puis, il y a cette romance entre les 2 protagonistes où on va en découvrir plus sur eux. Ils ont un passé sombre, ils sont tous les 2 assez brisés, je dirais. Et j'ai beaucoup aimé ça. Puis, il y a également cette intrigue autour de l'accident de Nolan et de son frère et du fait que Harper a fui. Qui est-elle vraiment? Pourquoi elle s'est enfuie? J'ai trouvé que c'était très bien écrit, que ça tenait vraiment en haleine, que c'était très original, qu'il y avait de l'humour, de l'amour. Et par contre, soyez vraiment au courant, ce que je n'étais pas, c'est que c'est pas une trilogie avec des couples différents, c'est que c'est vraiment une trilogie avec le même couple. On va suivre le même couple. Donc la fin n'en est pas une. Donc en fait, il se passe un truc de fou à la fin, mais on n'a pas la fin. Donc j'ai tellement hâte de la suite, mais franchement, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré. Et voilà, c'est tout pour mon bilan du mois d'octobre. Franchement, je suis trop contente de mes lectures parce que globalement, ça a été que des belles lectures. Bon, sauf, j'avoue, ma première lecture qui n'a pas été un franc succès. Mais sinon, le reste a relevé le tout. Et donc ici, on a ma pile à lire du mois de novembre. Il y a 15 livres, mais je vais pas en lire 15. En fait, je vais en sélectionner, je pense, 5 de sûrs. Et après, parmi les autres, on va tirer au sort. Alors, on commence avec ceux que je suis sûre de lire. On a déjà le tome 2 de Campus Agency de Lily Bay. Je l'ai déjà commencé, comme vous pouvez le voir. Bientôt terminé.
terminer, je pense d'ici ce soir ou demain je l'aurai terminé. J'avais adoré le tome 1 que j'ai d'ailleurs lu avec vous dans un vlog lecture. Et donc ici c'est un tome 2. On est sur une romance universitaire absolument divine, très bien écrite. On retrouve cette fin de famille adorable et en même temps il y a une intrigue puisqu'à chaque fois il y a des sortes d'enquêtes. Dans le tome 1 on avait une petite enquête et dans le tome 2 aussi. Donc ici on va suivre Alba et Nate. Et Alba c'est la meilleure amie de Maddie qui est la protagoniste du tome 1. Et vous saviez dans le tome 1, Maddie elle avait une agence au sein du campus qui permettait aux gens de la payer pour qu'elle démasque des menteurs, etc. Et Alba, elle fait partie également de l'agence. Alors Maddie, elle, en fait, son don, c'était d'arriver à décrypter le langage corporel des gens et donc savoir si quelqu'un mentait ou non. Tandis que Alba, elle, c'est une enquêtrice dans l'âme puisque ses parents son père est dans la police. Et donc cette fois-ci, c'est Nate, le meilleur ami d'Alba depuis qu'ils sont tout jeunes, qui va avoir besoin d'Alba et de Maddie puisque ça fait quelques mois qu'il reçoit des lettres anonymes de menaces. Donc il va faire appel à Alba. Et il va avoir une idée, c'est que pour essayer de trouver qui est ce corbeau qui lui envoie ces lettres, selon lui, il faut qu'il forme un faux couple pour voir si le corbeau ne va pas tiquer et ne va pas du coup se démasquer. Donc on est sur un Best Friend to Lovers, également un fake dating, une romance universitaire, hâte de poursuivre. Ensuite, pour sûr, je vais lire Brûler corps et âme de Emma Berthet, qui est déjà disponible en librairie et encore une fois, on est sur une très très belle couverture, vraiment c'est trop joli. Avec, on a eu un beau marque-page comme ceci et on a eu également des stickers. Et donc en fait ce roman c'est le lauréat du prix Fixia 2024, donc qui a remporté le concours Fixia. Et il y avait un thème, puisque généralement il y a des thèmes à ces concours, le thème c'était Green Flag. Je ne connais pas le résumé, j'ai pas forcément envie de le lire, mais je connais les tropes. Enfin en tout cas on va parler de pompiers, ça se passe à New York, on est sur une romance bouleversante et très émouvante et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je vous avoue que j'ai pas envie de lire la 4e, donc pour vraiment le découvrir de A à Z, parfois j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais l'adorer. Bon après des fois je dis ça et du coup je suis déçue parce que finalement non. Mais en tout cas je sais pas, il me fait vraiment envie, donc trop hâte. Alors un que j'aimerais beaucoup lire aussi, c'est le tome 4 des Windy City Play Along. Vous savez que c'est ma saga coup de cœur de l'année. J'avais adoré Mile High, j'avais adoré The Right Move, j'avais beaucoup aimé Caught Up. Et donc le tome 4 c'est Play Along. On suit ici Kennedy et Isaiah. Et Isaiah, c'est le frère du protagoniste du tome 3. Et Kennedy, c'est la masseuse de leur équipe de baseball, puisque ce sont des grands joueurs connus de baseball. On les a déjà découverts un petit peu dans les tomes précédents et notamment le tome 3. Et j'avais adoré, moi j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur Isaiah. Et en fait, le speech, c'est qu'ils vont se réveiller dans le même lit en ayant la bague au doigt. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, trop hâte. Ensuite, également un livre que je vais lire pour sûr, c'est le thriller de l'Avent de Franck Tillier, le roman maudit, vous savez, c'est les 24 chapitres à ouvrir avant le 24 décembre. Je vais le lire avant parce que j'ai envie vraiment de vous le conseiller pour que vous puissiez l'acheter au mois de novembre pour l'avoir dès le 1er décembre. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, vraiment ça c'est sûr. Et cette fois-ci, c'est pas une romance, mais c'est un thriller, donc trop contente et trop hâte de le lire. On est sur un enfant qui a été kidnappé il y a 1 an, jour pour jour, et un jeune homme qui va essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, hâte de le découvrir, de vous en reparler également, mais il faut vraiment que je commence de le lire pour que vous puissiez avoir le temps de l'acheter s'il vaut le coup, quoi. Ensuite, c'est le livre du book club, donc que je suis du coup sûre de lire. C'est Le couple d'à côté de Shari Lapena. C'est un thriller, cette fois-ci on a décidé de choisir un thriller. Et c'est un thriller assez rapide, j'ai l'impression, hein. Il est assez court. Pour le moment, j'ai des avis mitigés. J'ai des copines qui l'ont lu, apparemment c'est pas... Voilà. Donc j'avoue que j'y vais un peu à reculons, mais j'ai quand même hâte de me faire mon propre avis et de découvrir ce thriller qui est un thriller domestique. C'est un couple qui a un nouveau-né, ils sont invités à manger chez leurs voisins et la babysitter annule au dernier moment. Du coup ils se disent bon, on va laisser le bébé ici, on va prendre le babyphone avec nous, on est juste à côté, il va rien se passer. Ils passent la soirée et vous vous doutez bien, quand ils rentrent, le bébé n'est plus là. Donc voilà, hâte de le découvrir, de me faire mon propre avis dessus parce que honnêtement, il me donnait quand même assez envie comme ça, donc à voir. Je pense lire également Kiss the Sky des sœurs Ritchie, donc Krista et Becca Ritchie. C'est le tome 4 de la saga Addicted des sœurs Calloway. Donc la saga Addicted, elle a 10 tomes, ok. Et on va suivre à chaque fois des sœurs. Dans les 3 premiers tomes, on suit Lily avec son copain qui est Lo, donc leur histoire d'amour. Dans celui-ci, on suit Rose, la sœur de Lily,
et Connor. Connor qu'on a déjà découvert dans les tomes précédents. Et je crois que c'est genre une sorte de fake dating. Et voilà, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers de cette saga, donc hâte de découvrir le tome sur Rose qui m'intriguait beaucoup et Connor également. J'ai hâte de le lire et de vous en reparler. Du coup, maintenant je vais avoir 3 romans à vous présenter et parmi les 3 je vais en tirer un au sort. Donc ce sera un parmi les 3 que je vais lire. On a déjà tout d'abord la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst que j'ai eu dans la box de Sarah, Cozy Box de Sarah, donc vous avez pu voir puisque je l'ai ouvert avec vous lors de mon vlog retraite de lecture. Donc c'est une cosy romantasy, il est très joli et il me donne bien envie. Ou alors on sera sur The 7 Years Sleep de Ashley Poston, rien à voir, mais celui-ci j'ai tellement envie de le lire depuis le temps que je l'ai. Et on est ici sur une romance émouvante avec des retours dans le temps et le thème du deuil. Donc il me fait trop envie. Bon, un livre que je dois lire pareil depuis des années. Powerless de Lauren Roberts, qui est ici une romantasy un petit peu à la Hunger Games, je crois. Donc c'est parti, on va tirer au sort. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec une application, vous savez, de tirage au sort. Donc je vais vous mettre ici mon enregistrement d'écran. C'est parti, on a Powerless de 7 Years Sleep et la petite boutique de sortilèges. On va tirer au sort. Alors, ok, 7 Years Sleep. Bon, bah let's go. Je suis trop contente en vrai, je vais pas vous mentir parce que depuis le temps. C'est parti, il rentre dans ma pile à lire. Dites-moi si vous l'avez lu ou s'il est dans votre pile à lire ou s'il vous donne envie. Et alors pour le reste ici, on a 4 romances de Noël. Il faut que je commence absolument les romances de Noël. Donc on va en tirer une au sort que je dois absolument lire en novembre. Et puis après en décembre, je crois que ce sera full romance de Noël. On va tirer au sort le premier que je vais lire. Entre Bretzel et Caramel à Noël de Enna Fitzbell, comme ça. Ça se passe en Alsace. Ou Mystérieux Noël au domaine de Castillon, comme ceci. C'est un petit peu un huis clos dans une maison, donc trop bien. Ou alors Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose. Celui-ci, c'est une romance entre une fan de Noël et un mec qui écrit des polars. Ou alors Un homme au pied du sapin de Lucy Score, comme ceci, c'est une small town. Donc c'est parti, on refait la même chose. Je vous mets mon enregistrement d'écran ici et on vient tirer au sort lequel ce sera. Donc ce sera, dans tous les cas je les lirai tous, mais le premier que je lis, Bretzel et Caramel, a été tiré au sort. Donc ce sera celui-ci. Ok. Eh bien, on a du pain sur la planche, on a beaucoup de lectures qui sont prévues en novembre, mais en tout cas, c'est trop chouette, je suis trop contente et à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, j'ai trop hâte, j'ai envie de tous les manger d'un coup. J'ai envie de rester chez moi pendant des heures et des jours et de lire face à la cheminée qui est ma télé, mais dites-moi si les livres sélectionnés, vous les connaissez, vous les avez déjà lus ou non, et dites-moi également vous votre pile à lire du mois de novembre si vous en faites une. Je sais que tout le monde ne s'en fait pas, mais n'hésitez pas si c'est le cas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt. Gros bisous!